Provençal, nos séries de conférences et nos activités de cette année 97-98. Pour beaucoup d'entre vous, nous ne sommes pas vus depuis les Baux. Les Baux qui cette année ont été un grand succès. Un grand succès pas tellement par le public, et ça il faudra qu'on fasse tous un effort pour renouveler le public et qu'on soit beaucoup nombreux, en faire une manifestation d'une autre ampleur. Par contre, ça a été un grand succès par la teneur des discours qui se sont tenus, par les discours d'Hilaire de Crémier, d'Antoine de Crémier, de Vladimir Volkov, qui ont apporté toute une série d'arguments, en fait, et qui nous ont permis de définir un programme dont je vais un petit peu vous parler pour cette année. Ce programme, on devait vous le distribuer et le fixer dès ce soir, un petit peu à cause de M. Molnar. Je vais vous dire pourquoi. On n'a pas pu le faire. Alors pourquoi je dis que c'est un petit peu de la faute de M. Molnar? On se dit tout, c'est parce que quand on a téléphoné, quand Gérard Paul a téléphoné à M. Molnar à Budapest, M. Molnar qui est très pris, qui est hier était une conférence à Nice, demain à Lyon, ensuite à Paris, puis va aller jusqu'à Barcelone et à Madrid ensuite, ne pouvait, on lui a proposé plusieurs dates, et il ne pouvait être libre que le 17 octobre. Alors, comme M. Molnar, il y a déjà quelques années, depuis en fait la mort de M. Chauvet, avec qui M. Molnar était très lié, nous n'avions pas fait revenir M. Molnar à Marseille. On n'a pas pu évidemment laisser passer cette occasion, donc ça a été le 17 octobre, cette conférence qu'on a organisée un petit peu en catastrophe, et qui ne nous a pas permis de définir ce programme. Ce programme, je vais vous en parler quand même un petit peu. Il portera cette année sur l'action française contre le politiquement correct. La première de ces conférences, c'est M. Molnar qui va la faire tout à l'heure. Ça sera la mondialisation ou l'américanisation, symptômes et antidotes. On parlera également de l'action française contre le politiquement correct dans d'autres domaines. Dans l'éducation nationale, vraisemblablement fait par un de nos jeunes camarades, professeurs, historiens et chercheurs à Paris. Donc l'éducation nationale, l'action française contre le politiquement correct dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la mondialisation. C'est un de nos amis d'Aix qui fera cette conférence. Et nous avons l'accord de principe de Patrice de Plinquet, l'ancien directeur de la rédaction du Figaro Magazine, que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours, qui prépare en ce moment un livre. Vous savez les conditions dans lesquelles Patrice de Plinquet s'est fait exclure de la direction de ce grand magazine.
Et Patrice de Plaquette est entièrement d'accord pour venir nous faire une conférence ici sur le problème des médias et du pouvoir des médias. Reste à fixer la date, et à cause de l'apparition de son livre vers la fin mars ou début avril, il reste à fixer une date, mais son accord de principe est retenu. Ça nous fait plaisir de vous revoir, M. Mondard. Comme je le disais, il y a quelques années que vous n'avez plus vu, vous connaissiez ce local. Vous nous disiez tout à l'heure à Gérard Paul et moi-même, quand je vais entrer dans le local, je sais même où est la table, je dirais tout seul, vous n'avez pas besoin de me guider. C'est une longue amitié dont vous nous honorez, grâce à cette amitié d'esprit que vous avez avec notre cher regretté Pierre Chauvet. Et je vous laisse la parole. Merci bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, justement c'est à Chauvet, Pierre Chauvet, que je pense en ce moment. Mon avant-dernière intervention ici, à cette même table, c'était encore sous les auspices de Pierre Chauvet, que je revoyais très souvent donc à Marseille, mais également à Paris, où il est venu dîner ensemble. Et nous avons parlé de toutes sortes de choses. On voyait déjà le développement, si je peux dire, l'évolution dont nous sommes aujourd'hui victimes dans tous les sens du terme, notamment national et international. Et il voulait toujours entendre, il était même très avide d'entendre les dernières nouvelles que j'apportais des États-Unis, ce que je fais également aujourd'hui, parce que je dois vous dire que j'habite toujours les États-Unis, comme depuis à peu près 50 ans, et que pendant 8 mois, et que le reste du temps, je suis en Europe parce que j'enseigne actuellement à 2 universités, une catholique et une d'État, de Budapest, ma ville natale en effet, qui est un immense plaisir, vous pouvez vous imaginer, de revoir, après tant d'années de régime communiste et d'occupation communiste, de revoir son pays et d'être actif, un élément actif dans sa reconstruction intellectuelle. Eh bien, je voudrais vous parler, non pas de la Hongrie, mais qui peut-être jouera un petit rôle dans ce discours, mais ce dont je voudrais vous parler, c'est finalement les États-Unis, mais avec une remarque à côté quand même assez importante. Je ne vous parle pas des États-Unis, je vous parle du monde actuel tel qu'il se développe, tel qu'il se dégrade, et en deuxième lieu seulement des États-Unis, parce que les États-Unis ont fortement contribué et contribuent encore aujourd'hui et dans l'avenir prévisible à cette que je viens d'appeler dégradation, bien que ce ne soient pas les États-Unis qui sont le facteur de dégradation, mais cette immense et pénétrante idéologie qui nous vient un peu de partout, sans oublier évidemment la Révolution française, mais où les États-Unis sont aujourd'hui le facteur le plus puissant. Donc ce n'est pas des États-Unis que je vous parle, mais tout simplement du monde moderne avec son idéologie puissamment appuyée et adoptée par les États-Unis. Alors, il m'efforce de constater qu'il y a une rencontre entre le monde moderne et, disons tout simplement, la modernité globaliste, si on peut dire, et les États-Unis. Donc ce n'est pas les États-Unis qui sont cause, mais les États-Unis sont l'instrument quand même de développer cette modernité et surtout de ne pas résister à cette modernité. Donc aujourd'hui, les représentants les plus en vue, les plus évidents de la modernité sont les États-Unis, sans que les Américains, au fond, le sachent. Parce que les Américains sont persuadés qu'ils ont pris la direction du monde
et que cette élection est éternelle. Je vous dis bien, c'est pas permanent, mais éternel, parce qu'il n'y a aucune raison pour que ça change, disent les États-Unis, malgré le fait que nous étions tous témoins, y compris les Américains, n'est-ce pas, qu'un très grand empire mondial, la Russie soviétique, a échoué dans son entreprise de mondialiser la révolution. La révolution, selon ce qui entend par ce mot le Kremlin. Alors il faudrait avoir assez de sagesse, n'est-ce pas, de la part d'une grande puissance que sont les États-Unis aujourd'hui, de se rendre compte, de se dire que voilà, une grande puissance, un grand empire a échoué, éventuellement nous pourrions échouer aussi. Eh bien, ces pensées ne viennent jamais à l'esprit des Américains, ce qui fait contraste avec l'ancien Rome, qui reste pour nous toujours le modèle de la politique. Et à la fin de la guerre de Carthage, lorsque Carthage était là, détruit devant Scipion l'Africain, le grand chef militaire romain, qui s'est mis à pleurer en disant « Voilà, c'est ce qui va arriver aussi à ma patrie, c'est-à-dire à Rome ». Il savait à 600 ans avant le déclin et l'échec de Rome que finalement toutes les choses sont changeantes et que il y a d'abord l'enfance et l'adolescence et la maturité des empires comme des individus, puis il y a le déclin. Je vous dis cela parce que les représentants intellectuels de l'Empire devraient savoir que ce n'est pas pour toujours. Or, aux États-Unis, le grand danger, c'est que les Américains ne le savent pas et qu'ils pensent qu'ils créent, qu'ils œuvrent pour l'éternité. Alors c'est ce qui sépare, et séparera, à mon avis toujours, l'Amérique de l'Europe, davantage que tous les autres facteurs qui séparent ou qui unissent les deux moitiés de l'Atlantique, des eaux de l'océan Atlantique. Il y a ceci que les Américains ne pensent jamais à l'échec final, en partie parce qu'ils sont optimistes par nature et par idéologie et par constitution, je pense à la constitution américaine, et en partie parce qu'ils sont ainsi faits que la modernité, ils pensent être les représentants les plus en vue, les plus évidents de la modernité. Donc quand je dis que la modernité, qui est globalisante, maintenant on ne parle plus de la modernisation d'un pays, d'une région, d'un continent, on parle tout de suite de la globalisation générale, je dirais même de la cosmologisation générale, parce que je pense maintenant aux planètes, et il y a aux États-Unis des professeurs qui disent que maintenant que nous sommes à l'étroit sur cette Terre, c'est le moment de commencer à émigrer vers les autres planètes. Il y a des professeurs sérieux, mais c'est à vous de décider si c'est sérieux, qui pensent vraiment qu'un petit groupe de pionniers, comme c'était le cas aux États-Unis, n'est-ce pas, à l'origine, qu'un petit groupe de pionniers pourrait éventuellement aller à Saturne, ou je ne sais plus quelle planète sera demain à la mode, et s'y installer. Alors voyez-vous l'immense différence qui est, malgré les rapprochements entre les deux continents, les immenses différences de pensée qui marquent quand même ce rapprochement et qui ne disparaîtra jamais. Alors qu'est-ce que c'est que modernité globaliste, sans parler maintenant des États-Unis? Nous voyons très clairement devant nous ce modernisme globaliste ou cette globalisation se déclarer dans l'histoire actuelle, dans l'histoire présente de l'Église. Ça s'appelle écuménisme, si vous voulez. Ce n'est pas à moi de critiquer le terme et de critiquer la réalité, l'écuménisme. Il est quand même assez intéressant de constater que dans le domaine des religions, qui normalement sont des facteurs de consolidation, des facteurs de permanence, on voit l'écuménisme devenir quelque chose qui est inséparable, qui semble être inséparable de la vie de tous les jours des églises et des croyants. Alors, écuménisme, une
manifestation évidente du globalisme tel qu'il se présente dans l'histoire de l'Église. Je dirais qu'il y a une espèce de volonté ou de demi-volonté de fraternisation mondiale. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que les gens soient plus rapprochés aujourd'hui que jamais auparavant. Je suis d'accord avec Voltaire, c'est la première fois qu'on prononce ce mot, j'imagine, dans ce milieu. Je suis donc d'accord avec Voltaire qui disait « Mais pourquoi voulez-vous que je sois impressionné par la mort de 100 millions de personnes en Chine? Pourquoi voulez-vous que ça me touche ?» C'était le bon sens même. On peut toujours parler de la charité chrétienne, tout cela est évident. Mais au fond, avouons-nous, n'est-ce pas, que nous ne sommes pas tellement impressionnés par ce qui arrive très loin de nous, même si l'écran de la télévision nous l'apporte dans notre chambre même. Mais il y a la mode, ou si vous voulez bien, le mythe de la fraternisation, et alors nous voyons que cette fraternisation crée une espèce de voie que nous suivons, que nous le voulions ou non, que nous suivons tous. Une espèce de manifestation de cette fraternisation, de cette globalisation, de cette mondialisation, c'est la cour de la haie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au fond, je n'aimerais pas, même si je condamne en mon fort intérieur les dirigeants serbes qui ont fait leur petit génocide, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas à la haie de décider leur destin, n'est-ce pas? C'est aux instances, aux tribunaux serbes qui devraient le faire. Et l'apparition de ces criminels de guerre devant les juges de la Cour suprême de Haye indique déjà un mouvement vers la mondialisation et, disons-le simplement, le gouvernement mondial. Parce que s'il y a tribunal mondial, pourquoi pas demain gouvernement mondial? Pourquoi ne pas être dépendant de ce gouvernement qui entrera dans tous les détails de notre vie privée et qui sera plus totalitaire que tous les autres gouvernements que l'humanité ait jamais vus? En disant qu'il sera tout à fait totalitaire, bon, vous pouvez dire que c'est à voir. Je ne dis pas que ce sera que je prévois la chose, mais enfin c'est un chemin vers l'unification mondiale et il y en a beaucoup de ce genre, le plus dramatique étant justement cette condamnation à mort ou à la prison perpétuelle de ces criminels de guerre serbes qui sont jugés aujourd'hui et demain à la Haye. Donc nous sommes en train d'avancer sur ce chemin de la mondialisation, d'abord des tribunaux, ensuite de la monnaie. C'est évident qu'avec l'euro, ce serait la même chose qu'en Russie ou au Portugal, on utilisera la même monnaie, mais les réalités économiques ne seront pas les mêmes, parce qu'on ne peut pas changer la nature humaine avec, comme instrument, la monnaie. Il y aura économiquement une Russie faible et économiquement une Allemagne forte. Alors pour que les deux aient la même monnaie, alors ce sera éventuellement la supériorité de l'une sur l'autre, qu'on n'appellera pas supériorité, qu'on appellera égalité. Et lorsque l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, ou la Russie déclare la guerre à l'Allemagne, et c'est assez prévisible, ça on a déjà vu cela dans l'histoire, n'est-ce pas? On dira que ce n'est pas une guerre, on dira que c'est une guerre civile. Mais enfin, ce sera le même sang qui coulera, et ce seront les mêmes souffrances, et ainsi de suite. Donc, la sloganisation de cette globalisation, excusez-moi de ce néologisme affreux, cela se prépare devant nous, et nous sommes là comme les brebis, acceptant, parce que au fond nous ne voyons pas en effet la réalité qui pénètre toujours davantage dans notre esprit, dans nos médias, dans le discours de nos politiciens. Voilà donc
la modernité que je viens de définir comme globalisation, mondialisation, éventuellement régime totalitaire sur toute la planète, c'est l'apport, disons, de la philosophie d'aujourd'hui et une philosophie qui remonte à la Révolution française et bien avant la Révolution française. Qu'est-ce que les États-Unis apportent à cette idéologie donc, que nous appelons mondialiste? Les États-Unis sont bien placés pour apporter beaucoup de choses à cette mondialisation. C'est l'intérêt des États-Unis de mondialiser le monde, si on peut dire, parce que cela, pour l'instant, du moins, apporte de l'eau à leur moulin idéologique et à leur moulin économique, politique, militaire. Nous voyons chaque jour, n'est-ce pas, que l'OTAN, et je viens de la Hongrie, il y a pour 8 jours j'étais en Hongrie, je vois cet émerveillement devant l'ONU. Les Hongrois parlent de l'ONU comme si c'était véritablement le plus grand secours de leur histoire, oubliant qu'en 1956, lorsque les Hongrois se sont révoltés contre les Russes et contre l'occupation soviétique, alors cette ONU n'a absolument rien fait. Au contraire, je peux vous assurer que l'ONU a empêché éventuellement certains dirigeants occidentaux d'apporter l'aide qui s'imposait. Par conséquent, c'est encore une fois l'œuvre du mythe, n'est-ce pas, lorsque les Hongrois se mettent à plat ventre, et c'est le cas de le dire, devant l'ONU, devant l'Europe unie, qui ne pourrait que les marginaliser, je dirais même que les coloniser, mais là on n'en parle pas, c'est-à-dire le travail des médias, le travail que nous connaissons tous, fonctionne déjà à plein temps et chaque heure de 24 heures par jour pour faire avaler aux Hongrois, aux Polonais, aux Tchèques, aux Slovaques, aux Roumains et ainsi de suite, cette immensité qu'est la préparation de la mondialisation. Pourquoi ai-je dit que l'Amérique ne peut qu'en profiter? Parce que l'Amérique est, depuis sa fondation, il y a plus de 200 ans, une démocratie pluraliste. Et croyez-moi, vous n'avez jamais vu la démocratie, parce que ce qui fonctionne chez vous, ce n'est pas la démocratie, c'est une espèce de jeu corrompu ou pas, je ne discute pas, mais enfin, ce n'est pas encore la démocratie. La démocratie véritable est celle où la démocratie pénètre dans les familles, dans les salles de classe, dans les médias, absolument, et à tous les instants, et c'est la démocratie américaine, et qui veut, je parle de l'Amérique, qui veut exporter sa démocratie, non pas la démocratie française, non pas la démocratie de Robespierre, mais la démocratie de Jefferson, la démocratie américaine. Donc chaque pas vers la mondialisation, et par conséquent de la démocratisation de la planète, fait le jeu des Américains, qui ne doivent rien faire, qui doivent attendre, n'est-ce pas, que le monde se convertisse à cette nouvelle religion qui s'appelle américanisme, parce qu'il s'agit, si vous voulez, d'une idéologie, mais je préfère éventuellement de dire religion, étant donné que cette religion de la démocratie en Amérique a ses racines dans le puritanisme. Par conséquent, elle a des racines en effet religieuses. Et les Américains pensent toujours dans les termes religieux lorsqu'ils parlent de la démocratie. Ce n'est pas tout simplement un régime, c'est une religion, c'est une église, c'est un catéchisme, n'est-ce pas, ce qu'on enseigne à tous les niveaux dans les écoles. Donc, les États-Unis gagnent à ce jeu de démocratiser et de mondialiser la planète. Autre facteur de mondialisation, et qu'il a toujours été, même avant que la technologie existe, c'est-à-dire, disons, au siècle de Descartes, mais c'était le siècle qui a initié la technologie, et nous voyons maintenant les immenses réussites de la technologie, que nous le voulions ou pas, la technologie existe, et elle reprend et réinterprète notre vie, la démocratie pénètre partout, et je n'ai qu'un exemple
éventuelle à vous donner du règne de la démocratie si vous vous reportez au XIIe siècle et que vous voyez que tout le monde a été soit prêtre, soit clerc, soit hiérarque dans l'Église. C'était donc l'âge de la foi. Aujourd'hui, nous avons l'âge de la technocratie, exactement de la même manière qu'il y a 800 ans, nous avions l'âge de la foi chrétienne. Donc il faut toujours se reporter, comme je faisais avec Scipion l'Africain, il faut toujours reporter à l'histoire, et je vous dis pourquoi. Parce qu'autrement, il ne nous reste que le présent, et nous, contemporains du présent, nous ne comprenons pas exactement ce qui se passe. Les contemporains ne le comprennent jamais complètement, c'est toujours la postérité qui le comprend. Alors il faut se reporter au passé, qui est notre seul appui historique, comme nous ne connaissons pas le futur, n'est-ce pas? Malgré tous les futurologues et tous les prospectivistes, nous ne savons pas ce qui va se passer d'ici 5 minutes. Donc les projets, n'est-ce pas, c'est encore un mot que nous adoptons parce que ça fait partie de la technologie, mais au fond, cela ne représente pas grand-chose. Donc la démocratie pluraliste, la technologie sont les apports de l'Amérique à cette mondialisation. Et j'ajoute à cela l'esprit de missionnaire. L'Américain est un missionnaire né. Il y a 200 ans, il faisait le missionnaire chez les Peaux-Rouges, ou bien en Chine, ou bien ailleurs. Aujourd'hui, il le fait partout. N'est-ce pas? Partout, nous voyons, dès qu'un homme d'affaires américain apparaît, ou qu'un membre du gouvernement américain apparaît, ils sont des missionnaires et ils ne parlent pas nécessairement aux gens qu'ils doivent convertir, mais ils parlent à leurs commettants, n'est-ce pas? Ils parlent vers le pays d'où ils viennent. Et là, on ne comprend que le discours semi-religieux. Ce discours peut être même agnostique et voire athée, mais c'est toujours, pour l'oreille américaine, c'est une espèce de religion que prononce Madame Albright ou le président Clinton. C'est toujours vers l'arrière-pays qu'on prononce ces discours, et là, il y a une résonance religieuse de missionnaires. Donc, voyez-vous, au fond, cette mondialisation, qui se ferait également peut-être sans l'Amérique, mais l'Amérique y rajoute, augmente, souligne cette mondialisation parce que c'est dans son intérêt propre. Alors, quels sont les profiteurs de cette rencontre entre la mondialisation, que j'ai appelée idéologie, et les États-Unis tels qu'ils sont concrètement, c'est-à-dire dans leur développement économique, militaire, politique, commercial et ainsi de suite. Je dirais d'abord que les profiteurs de cet ensemble que nous reconnaissons maintenant comme une espèce d'immense idéologie, nous connaissions en ce siècle surtout toutes sortes d'idéologies, mais c'est la chose nouvelle cette fois-ci, c'est qu'elle est planétaire, elle touche chaque coin du monde. La technologie pénètre, l'écran de la télévision pénètre partout, et je constate, même en venant à l'Europe chaque année, ce que vous autres, vous êtes tellement colonisés par l'Amérique à l'aide de la technologie surtout, que vous ne pouvez plus vous appeler Européens, parce que vous êtes atlanticistes. C'est une espèce de, entre les deux, de l'ancienne, de la vieille Europe, et de l'américanisation. Donc il n'y a pas moyen de résister. Il est très facile de déclarer un parti politique, une politique gouvernementale, un groupe de citoyens peuvent prononcer ce mot magique que nous résistons à cette mondialisation, à l'américanisation. Impossible. Ce n'est pas que je veuille vous décourager, mais c'est impossible parce que ce sont de nouvelles armes. Et j'ai fait référence au XIIe siècle pour parler du christianisme, tout comme le christianisme était partout, dans l'architecture, les cathédrales,
dans la liturgie, dans la langue latine, était partout présent dans la société, avec les seigneurs évêques, avec les chevaliers, et ainsi de suite. De la même façon, faut-il considérer aujourd'hui que nous sommes partout sous l'influence des médias, inutile de vous dire, du monde des affaires qui est très lié avec le monde des médias. Ce sont aujourd'hui les grands seigneurs, les seigneurs féodaux. Nous parlons de féodalisme en disant que cela appartient au passé. Pas du tout. Le féodalisme se répète, se reprend. Seulement les seigneurs féodaux sont aujourd'hui le businessman, celui qui porte le bon ou le mauvais message aux autres peuples, celui qui influence la Malaisie ou bien les Philippines ou bien n'importe quel pays de l'Asie du Sud-Est et qui prend les décisions au nom de ces gouvernements-là, tout en créant une espèce de voile de discrétion à travers laquelle nous ne voyons pas exactement ce qui se passe. Donc nous sommes au même titre exposés à cette nouvelle idéologie, à ces missionnaires et à ces voies de pénétration qu'était le siècle, le XIIe siècle. Alors il faut donc toujours faire ces comparaisons pour que nous puissions voir que d'abord le monde ne s'est pas renouvelé, le monde est toujours le même, et les puissants emploient toujours les mêmes moyens. Il y a une différence de style entre l'évêque qui allait convertir les gens au XIIe siècle et l'homme d'affaires qui va maintenant vendre ses produits. Évidemment, il y a des différences, il y a des différences de contenu et éventuellement de style. Mais au fond, c'est toujours la même chose. Il y a ceux qui dominent, qui nous dominent, et ceux qui se soumettent à leur domination. Le premier groupe est toujours une minorité, le deuxième groupe est toujours une immense majorité. Et par conséquent, vous voyez, la mondialisation et l'américanisation font de pair, et alors j'ai essayé donc de mentionner certains profiteurs, les managers par exemple. Certainement c'est un type nouveau, avec la meilleure volonté du monde, mais enfin c'est un monde qui transmet, c'est une classe des gérants qui transmet, n'est-ce pas, les produits, la publicité, la réclame et tout cela aux acheteurs. Aux acheteurs, aux consommateurs. Il fallait inventer un mot nouveau, consommateur, parce que acheteur ne suffit pas. Le consommateur est un consommateur en grand, tandis que l'acheteur est un acheteur éventuel. Donc tout le vocabulaire change devant nous. Et nous nous servons de ce vocabulaire parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et nous sentons très bien que lorsque nous disons acheteur, c'est autre chose que lorsqu'on dit consommateur. Dernièrement, j'ai trouvé justement cet établissement, un petit groupe de petits commerçants qui se plaignaient de la mainmise de l'État sur leurs affaires. Mainmise de l'État, mais avant tout mainmise des supermarchés. Enfin, nous sommes maintenant dans le supermarché, donc devant nous, on est en train de supprimer une certaine place traditionnelle, celle du marchand, du petit commerçant. Et le supermarché, qui n'est pas seulement un supermarché des produits, mais nous avons des supermarchés des idées, n'est-ce pas? Les universités sont en train de devenir, surtout aux États-Unis, mais de plus en plus en Europe, des campus, ce qui n'est pas la même chose que l'université. Il ne s'agit plus d'études, d'érudition, de dévouement aux études, il s'agit d'une commercialisation finalement du produit, c'est-à-dire du cerveau, et en attendant de celui qui a dans sa tête ce cerveau. Donc voyez-vous ce changement de vocabulaire et qu'il faut toujours avoir à l'esprit, parce que les changements ne sont pas uniquement classifiables comme changements en très grand, comme une guerre, comme la paix, comme la révolution, mais les changements sont de tous les instants, et il faut quand même avoir à l'esprit ce qui se passe
devant les yeux. Il y a donc ces profiteurs, les technocrates et les gérants, mais il y a aussi, autrement ce n'est pas, ce que j'appellerais, faute de mieux, les créateurs. Qu'est-ce que j'appelle par créateurs? Ce sont les hommes ayant des idées, comme des professeurs ou des artistes. Les créateurs sont créateurs d'abord d'images, n'est-ce pas? C'est tout à fait nouveau aussi. Et cela ajoute à la mondialisation, parce que aussi longtemps que la culture a été véhiculée par une langue, ben, il fallait apprendre cette langue. Et la majorité n'apprenait pas telle ou telle langue. On avait d'abord le latin, ensuite la division des langues, si vous voulez, à la Renaissance, et chacun devait apprendre plusieurs langues afin de devenir cultivé. Aujourd'hui, mais d'abord, nous avons une langue, la langue de la technologie, la langue des images, n'est-ce pas, la télévision, et la langue, si vous voulez, l'anglais. L'anglais qui fait la conquête du monde entier et qui fait la conquête, mettons, de l'Europe unie. Croyez-moi que l'anglais est déjà la langue dominante de l'Europe unie. Dernièrement, j'ai entendu parler d'une conférence tenue à Paris entre, je crois, des médecins très en vue, et où un médecin français voulait s'exprimer en français. Alors quel scandale! On ne lui a pas donné la parole. Il fallait s'exprimer en anglais, autrement ça n'irait pas. Bon, ce sont, vous direz, des petites anecdotes. Non, pas du tout. Ce sont des phénomènes complètement représentatifs de ce qui se passe. Donc il y a une langue, l'anglais, et il y a une deuxième langue, encore plus générale, celle des images. Nous devons donc nous habituer à ce que l'image exprime nos pensées, ce qui ne sera pas la même pensée qu'exprimaient Montaigne ou Descartes ou les philosophes du XIXe siècle. Donc voyez-vous les transformations également dans le domaine de la culture. Je dirais même surtout dans le domaine de la culture, parce que ceux qui décident du sens des mots à chaque siècle, à chaque génération, les mots changent de sens. Et ce sont normalement les écrivains, les professeurs, les artistes qui sont les orfèvres en la matière. Or, nous sommes en train de voir que la langue change et que nous ne pouvons plus employer la langue, notamment de la lecture. Il y a ce Canadien qui s'appelle McLuhan, qui, il y a une vingtaine d'années, prophétisait que nous allons tous devenir, enfin la planète va devenir une espèce de village électronique, comme il disait, et en effet nous constatons que c'est en effet la chose. Dans la chambre d'hôtel, dans la salle de classe, partout où les médias sont actifs, et c'est vraiment partout, y compris les restaurants, il y a le message qui est transmis, et ce message n'est pas nécessairement le contenu, mais la forme, le style. Et vous vous exprimez autrement lorsqu'il s'agit d'un langage électronique, vous vous exprimez d'une façon plus simple, je dirais plus simpliste. Vous ne pouvez plus décider d'un style poétique ou d'un style élégant ou d'un style subtil. Il n'y a plus moyen d'écrire le rouge et le noir de Stendhal, parce que comment voulez-vous que les gens, que les lecteurs, ou plutôt les auditeurs, les récepteurs électroniques, parce que c'est cela, comment voulez-vous qu'ils comprennent la subtilité de Stendhal? Donc il faudrait nécessairement écrire de grands machins qui s'occuperont en premier lieu de science-fiction, qui est notre forme de littérature qui est sur notre seuil, et des écrits de propagande. Je présente ici une espèce d'image, vous direz pessimiste, moi je dis non, réaliste, et que je constate un peu partout, justement, en partie parce que je voyage et que je vois que le développement est le même
en Afrique du Sud, au Portugal, au Japon, en Europe, et ainsi de suite. Donc, il faut se préparer à tout cela, surtout lorsqu'on est héritier d'un grand esprit politique Maurras. Il faut se préparer à cela. Il ne faut pas se tenir dans la position de la victime en se disant bon, ces choses vont arriver, je n'y peux rien. Il faut que chacun fasse quelque chose et que d'abord il comprenne. Alors, quelles sont ces nouvelles sources de propagande et de transformation du monde? Parce qu'il s'agit d'une transformation du monde aussi significative qu'était la transformation du monde, disons, à la Renaissance. Nous sommes en train de sortir d'une époque, disons le Moyen-Âge, et entrer dans une espèce de renaissance, mettant les deux termes ne valent rien dans cette comparaison, seulement pour vous dire l'immensité du changement qui se trouve devant nous et qui est déjà dans les bouts de nos nerfs. Alors évidemment, la première institution qui va cesser d'exister, et c'est déjà programmé aux États-Unis, cela est chose certaine. On en parle dans les universités, dans les milieux politiques. L'État-nation disparaît. L'État-nation est programmé à la disparition parce qu'elle n'est pas assez efficace en ce qui concerne le commerce international, et surtout parce que c'est une espèce de ghetto où les gens ne sont pas, où les gens sont conditionnés dans ces ghettos à ne pas entrevoir la merveilleuse collectivisation, mondialisation du monde. Donc l'État-nation est déjà programmé à mourir. Bon, je vous apporte la bonne nouvelle que ce ne sera pas le cas. L'État-nation, enfin, le nationalisme est aussi vivant que jamais, et vous en voyez la preuve, c'est qu'on l'attaque de toutes parts, n'est-ce pas? L'État-nation, le nationalisme est le mot qu'en bonne compagnie on ne prononce plus. Malgré cela, elle existe, enfin, cette mentalité nationaliste, et nous devons nous en féliciter et nous devons tout faire pour la maintenir en vie. Mais qu'est-ce qui prendra la place de cet État-nation? C'est déjà aussi également programmé, et vous le voyez devant vous à la télévision ou dans la vie commerciale industrielle. Ce sont les banques mondiales. Les banques mondiales sont des concentrations de puissance qu'on n'avait jamais vues auparavant. L'État-nation était une petite chose, même si c'était la France, ou c'était l'Allemagne, ou l'Italie, ou je ne sais laquelle, était une petite chose en comparaison de ces immenses entreprises, compagnies, corporations, comme on dit, multinationales, n'est-ce pas, où les continents sont considérés comme des marchés, avec la mobilisation de main-d'œuvre, n'est-ce pas, on peut les envoyer du Portugal en Finlande et du Japon au Paraguay, peu importe du moment qu'ils sont là à faire leur travail. Donc la dénationalisation va ensemble avec cette attitude multinationale. Et les multinationaux, enfin les entreprises multinationales, sont créatrices également d'une nouvelle bourgeoisie. Je les vois à l'hôtel, notamment où je suis où on m'a fait loger, n'est-ce pas? Le tourisme est aussi une espèce de multinationale. Ces gens-là sont mobilisables, que ce soit pour les emplois ou pour le loisir. Le loisir lui-même étant un emploi, étant une industrie. En Amérique, on parle librement de l'industrie du loisir. C'est une contradiction, bien entendu, parce que, inutile de vous dire, l'industrie c'est l'activité, tandis que le loisir est soi-disant le repos. Mais il n'y a pas de repos, il faut toujours consommer davantage, donc consommateurs, touristes et producteurs, ou être dans la production
traduction, c'est la même chose. Ce sont des synonymes aujourd'hui. Là encore, une espèce de changement. Donc, néo-bourgeoisie que nous pouvons attraper, si vous voulez, à l'état d'être touriste. Touriste, consommateur, consommateur de loisirs et ainsi de suite. Et alors, on explique aux consommateurs touristes comment faut-il être touriste. Parce que ce n'est plus le touriste du XIXe siècle qui faisait à sa guise. Le touriste est organisé, mécanisé. On lui tire dessus d'ailleurs, parce que c'est aussi, ça fait partie du scénario, notamment en Égypte il y a quelques mois. Mais ça, ce sont les risques de la nouvelle citoyenneté qu'on est tiré dessus lorsqu'on est touriste. C'est pour vous dire que le touriste, lui aussi, pénètre partout dans les interstices de l'industrie et du soi-disant loisir. Et puis vous avez déjà les institutions internationales et qui peuvent encore devenir plus grandes, mais il y aura un certain moment où la frontière est acquise, est atteinte, et alors là, il y a des institutions planétaires. Nous avons cité la Cour de la Haye, la Cour internationale de la Haye, mais j'ajoute l'ONU. Mais qu'est-ce que l'ONU sinon une espèce d'abord une branche de la diplomatie américaine, avant tout. L'ONU est là. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique ayant pris le pouvoir planétaire, ne l'Europe pas, ce n'est pas l'Europe qui a été libérée après la guerre, c'est l'Amérique qui s'était libérée pour pouvoir faire n'importe quoi. Et l'Europe fait partie de ce champ d'activité que programme l'Amérique à tous les instants. Donc l'ONU, instance internationale, soi-disant, mais au fond, instance américaine. Puis l'OTAN, faut-il vous dire, à vous Français, qu'un officier supérieur français n'obtiendra jamais le commandement de l'ONU, le moindre commandement de l'ONU, ou bien s'il le fait, on le lui retirera très bientôt. Faut-il vous dire ce que c'est que l'Europe unie? C'est encore une fois une espèce de machin, de Gaulle avait raison, un machin international où Bruxelles et Strasbourg ensemble décideront du goût du fromage ou du goût du chocolat, ou des ingrédients dans le chocolat, et de n'importe quoi. Mais plus important que le chocolat et le fromage, déjà important en eux-mêmes, c'est les manuels d'histoire. Imaginez-vous que les manuels d'histoire de demain seront rédigés éventuellement par un auteur japonais, mais pourquoi pas japonais, nous sommes tous citoyens de la même planète, et que les enfants, les petits Français, les petits Allemands, les petits Italiens apprendront leur histoire, l'histoire de leur pays, à partir de manuels rédigés par d'autres. Pourquoi? Pour maintenir la paix. Parce que les manuels patriotiques ou nationalistes enseignent la guerre, encouragent l'agression, et ainsi de suite. On trouvera toujours le moyen de vous persuader que la meilleure des choses, c'est de rédiger des manuels d'histoire et autres dans une langue, et puis toujours dans une langue idéologique qui sera autre chose que la langue nationale. Et au fond, en fin de compte, nous voyons aussi que les religions sont en train de se joindre à cette globalisation, à cette mondialisation, à cette institutionnalisation planétaire, et les déclarations des responsables des églises, y compris l'Église catholique, tiennent déjà notre langage, le langage du pardon général, n'est-ce pas? Tout le monde demande pardon à tout le monde. N'oubliez pas que s'il ne s'agit pas tellement d'une mode ridicule, parce que évidemment c'est ridicule, parce que tous ceux qui demandent pardon n'y pensent pas du tout, vous le savez aussi bien que moi, mais c'est la mode. C'est un langage, encore une fois, le pardon général. Je n'ai pas remarqué parmi ces demandeurs de pardon
aucun communiste qui aurait demandé pardon à ce que faisait l'Union soviétique en Hongrie en 1956. Là, il n'y a pas de pardon parce qu'il n'y avait pas de crime, n'est-ce pas? C'était une occupation, pourquoi pas, paisible, apportant la paix. Alors, ce sont toujours d'autres à qui on demande pardon. Inutile d'en parler, mais c'est une espèce de modèle sur lequel est créée également une religion dite mondialiste où chacun est membre non pas d'une religion spéciale, où les frontières également disparaîtront comme les États-nations, comme dans les États-nations, mais une espèce de religion généralisée qui ne sera pas agressive à l'égard des autres religions, qui leur apportera la paix, le dialogue, et vous connaissez les mots vides de sens qu'on emploie dans toutes ces questions. Je ne cherche pas à vous persuader que c'est en effet l'avenir du monde, mais certainement de vous persuader que c'est une possibilité et qu'il faut surtout considérer parce que on ne le considère pas, on ne le considère nulle part et jamais. C'est en vain que je parcours les journaux, les revues, les bouquins, les programmes de télévision et autres, je ne vois jamais ces choses mentionnées. Au contraire, il faut toujours se féliciter de ce que nous nous unissons dans la fraternité générale et que nous débarrassions de l'État-nation et des frontières et que nous soyons tous unis dans une même mélasse agréable. On ne parle pas de ce que je vous disais, parce que ce serait évidemment très dangereux dans les facultés, ce serait impossible à concevoir dans les médias, ce serait impossible également dans les forums publics et dans les assemblées nationales et parlements. Donc il faudrait du moins en parler en petit comité, comme nous le faisons actuellement, et d'envisager ces possibilités, uniquement comme possibilités, et de lutter contre sans relâche, parce qu'il faut mesurer l'immense menace. Merci. Merci M. Bonnard pour cette conférence extrêmement riche et qui va certainement susciter un débat extrêmement intéressant. Je suppose qu'il y a beaucoup de questions. Gilles. Vous avez dit tout à l'heure que les Américains étaient persuadés de leur immortalité. Et nous qui leur sommes supérieurs, nous sommes sûrs du contraire. Alors, ce que j'aurais aimé entendre de votre analyse, ce que vous avez dit, je crois, je ne sais pas si vous êtes ici exactement, parler du mur de Berlin et de son effondrement bien avant tout le monde. Et ce que j'aurais aimé, j'attendais beaucoup de cette conférence, j'attends beaucoup de votre réponse. Qu'est-ce que vous pouvez conjecturer en termes de décadence américaine? Est-ce qu'il y a déjà des signes avant-coureurs ou est-ce qu'il n'y en a pas? Parce que c'est la seule chose qu'on attend. Le mot décadence est un de ces mots pas facilement manipulables, étant donné que nous entendons par décadence toutes sortes de choses, et tout de suite encore une fois l'histoire romaine, l'histoire grecque et médiévale et tout le reste. Mais pour envisager la chose telle qu'elle se présente éventuellement aujourd'hui, et ce n'est qu'une opinion, n'est-ce pas, je ne suis pas ici pour apporter les tables de Moïse. On dit souvent que l'Amérique est dans son étape de décadence. Je vous assure, en même temps que je suis derrière tout ce que j'ai dit jusqu'ici, que l'Amérique est encore un pays extrêmement dynamique qui n'est pas prêt de mourir ou de devenir décadent. Les Américains, et voilà le secret de tout cela, la clé, les Américains sont persuadés qu'ils ont construit, qu'ils ont inventé, qu'ils ont fabriqué la société idéale
à la fin du XVIIIe siècle et que cette société idéale se trouve d'abord écrite dans la Constitution qu'il vénère comme véritablement une espèce de table de Moïse, ou un sermon de la montagne, si vous voulez, et qui contient tous les secrets de la survie historique. Alors, pas de décadence romaine, contre laquelle ils ont pris toutes les mesures encore il y a 200 ans, pense-t-il. Donc il n'y a pas de, j'ajoute aussi, il n'y a pas de péché originel pour les Américains. C'est très intéressant. Je vous rappelle que Jean-Paul Sartre, qui était quand même assez athée, disait au retour de l'Amérique, et lorsque les journalistes l'interrogeaient, que je ne peux pas parler avec un Américain parce que les Américains ne croient pas au péché originel. C'est pour vous dire que Sartre y croyait. Sartre était finalement, comme tous les Européens, catholiques croyants, en dessous de toutes les couches de surface. Mais voilà, donc il ne croit pas au péché originel et il ne croit pas à la décadence, donc aux lois de l'histoire. Cela leur donne une force immense, parce que chaque chose qu'ils font, leurs actions ont un poids spécifique. Alors ils ne pensent pas tout de suite aux racines métaphysiques de l'action ou des propos. Chaque phrase qu'ils prononcent, chaque acte qu'ils commettent a son poids véritable, ce qui fait qu'on ne pense pas à la décadence. La seule chose qui peut arriver aux États-Unis, et ce n'est pas tellement loin, c'est le conflit racial. Tocqueville, le plus grand connaisseur de l'Amérique déjà au début du XIXe siècle, et lisez et relisez La démocratie en Amérique de Tocqueville qui a tout dit sur l'Amérique, déjà il y a 160 ans. Donc c'est Tocqueville qui le pensait également, que ce sera le conflit racial. Ne pensez pas aux Noirs. Il ne s'agit pas de conflit classique noir-blanc. Les Noirs sont de bons citoyens. Ils sont, si vous voulez, un peu rebadigeonnés en noir, mais ce sont au fond des Blancs. Leur mentalité est surtout une mentalité blanche, c'est-à-dire c'est la mentalité américaine. Mais il y a chaque année des millions d'émigrants clandestins qui arrivent du Midi, du Sud, pas les Mexicains, et toutes ces foules, toutes ces masses énormes, si vous voulez, de peau rouge, ce serait la vengeance de l'histoire, la revanche de l'histoire, qui arrive du Mexique et qui arrive de peu plus bas de l'Amérique du Sud. Chaque année, des milliers, des centaines de milliers, des millions d'émigrés clandestins qui y restent. Alors les Américains se disent, et voilà c'est la non-connaissance historique, les Américains se disent, bon, nous sommes un peuple d'immigrants, c'est naturel qu'on vienne en tant qu'immigrants légaux ou illégaux. Mais ce qu'ils oublient, c'est que lorsqu'un immigrant vient individuellement, ou en famille, ou même, disons, un petit village, cela est une chose, et lorsque les immigrants viennent en masse de centaines de milliers, c'est autre chose. C'est parce que dans cette deuxième version de l'immigration, on a le sentiment de puissance. Et alors on veut dominer ceux qui dominent actuellement. Et en effet, dans plusieurs États américains, on ne peut plus parler anglais, il faut parler espagnol, afin d'être compris. Et si vous ne parlez pas espagnol, on ne vous sert pas, on ne nettoie pas votre chambre d'hôtel, on est nettement hostile. Alors, bon, les Américains le savent, mais ils ne comprennent pas, et ils se disent, oui, ça va disparaître avec l'assimilation des immigrants, comme nous avons assimilé également d'autres immigrants. Eh bien non, parce que le nombre, n'est-ce pas, est important, et ce n'est pas tout simplement des individus qui viennent, mais des masses. Et alors donner à ces masses l'appétit du pouvoir, et elles le prendront. C'est dans cette
étape que nous nous trouvons aujourd'hui en Amérique. Jusqu'ici, on n'a jamais parlé de ce problème. C'était tabou numéro un. Aujourd'hui, on en parle. Alors nous ne savons pas ce que ça va donner, et donc ce n'est pas la décadence, d'après ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt ce conflit racial. Donc il y aura deux Amériques. Il y aura deux Amériques, il y aura une partition. Ils s'en doutent, non? Ce n'est pas si simple, parce que l'Amérique n'est pas, c'est pas comme la France, ce n'est pas un État-nation. C'est une espèce de république, chacune se joignant à la République, à d'autres républiques. Donc c'est facilement unifiable et c'est facilement séparable. Donc il ne faut pas le juger d'après le modèle, disons, français, qui est le modèle numéro 1 de l'État-nation. Vous connaissez le livre Lipinsky, le syndrome de l'ortolan? Le livre de Lipinsky, le syndrome de l'ortolan. Le syndrome de l'ortolan, c'est un livre justement dans lequel il parle de l'Amérique, de la mainmise de l'Amérique, entre autres sur l'Europe. Manie, je ne sais pas, ce n'est pas la manie. La mainmise. Ah bon? Cette mainmise, eh bien cette mainmise est déjà presque achevée. Ce n'est pas dans le futur, ça se voit, surtout moi je le vois, l'Américain, celui qui vit en Amérique peut le voir, peut le constater à chaque instant. Donc nous ne connaissons pas la résistance européenne, nous ne connaissons pas la puissance de l'Allemagne, qui est évidemment un sujet tabou aussi. Bon, ignorance. Je reviens à ce thème de décadence, bien que le mot ne soit pas très adéquat, mais précisément avec cette montée de l'élément d'origine hispanique, n'y a-t-il pas aussi pour les États-Unis une question démographique qui va jouer, à savoir la primauté de l'élément espagnol et au contraire une chute démographique de l'élément anglo-saxon. Est-ce que ceci ne va pas provoquer justement un bouleversement complet dans les années qui viennent, bien que nous savons qu'il n'y a pas de fatalisme démographique a priori? Eh bien, quand j'ai parlé du conflit racial, j'ai pensé également, mais je ne l'ai pas exprimé, à ce facteur démographique. Il y a situation conflictuelle en partie parce qu'il y a aussi une diminution démographique de la part de l'élément anglo-saxon et augmentation dramatique, révolutionnaire de la part des Noirs, des Mexicains, qui sont tous catholiques. N'oubliez pas, voilà un facteur encore important, n'est-ce pas? L'avortement ne fonctionne que dans les milieux plus ou moins supérieurs, dans les classes plus ou moins supérieures, qui sont les classes anglo-saxonnes. Tandis que plus bas, ça ne fonctionne pas parce que catholique, parce que mexicain, pour toutes ces raisons. Donc il y a certainement cela. Mais avant de parler de facteurs démographiques, je dirais plutôt la cession du pouvoir de la part des anglo-saxons. Les anglo-saxons ne sont plus maîtres chez eux. C'est-à-dire la Nouvelle-Angleterre, le noyau de l'Amérique, n'est plus dominante. C'est la Californie qui est dominante, ou bien entre les deux, le milieu du pays, ou bien le sud du pays, où il y a tendance à l'hispanisation. Et en disant hispanisation, encore une fois, ce n'est pas le seul. Il y a énormément d'immigrants asiatiques avec leur culture extraordinairement développée. Et dans les universités, les jeunes Chinois et les jeunes Japonais sont infiniment supérieurs aux étudiants américains,
anglo-saxons, parce qu'ils connaissent la discipline dans la famille, ils veulent atteindre des degrés supérieurs dans le monde du business ou bien professionnel. Alors il y a les hindous qui arrivent en masse. Je pense toujours, n'est-ce pas, au livre immortel de Jean Raspail, Le Camp des Saints. En Amérique, le Camp des Saints est déjà établi en tant que Camp des Saints. Ce sont également des hindous. Je recommande à tout le monde de lire ce livre de Raspail pour comprendre un peu ce qui se passe en Amérique. Donc, pour toutes ces raisons politiques et démographiques, oui à votre question. Est-ce qu'il y a de la part des Européens une stratégie de contre-pénétration à l'égard des États-Unis, de déstabilisation, à votre connaissance? Contre-pénétration, évidemment, dans les affaires. Il y a des compagnies françaises, des compagnies italiennes, allemandes et ainsi de suite, qui, japonaises, j'ai l'habitude de vous dire, qui s'y installent, qui travaillent en plein temps, qui ont de la réussite, tout ce que vous voulez. Mais au point de vue économique, je ne crois pas qu'on puisse faire mieux que les Américains. Ils sont, alors là, s'ils sont compétents en quelque chose, c'est les affaires. Donc, je ne peux pas concevoir une contre-politique. Cela existe, donc c'est une pénétration, mais ça ne s'unit pas dans une espèce de contre-politique. C'est un mot trop vaste pour coïncider avec la réalité. Et aujourd'hui, n'oubliez pas non plus, les Américains sont, depuis que j'y suis, c'est-à-dire quand j'ai émigré en 1949, c'était une autre Amérique, une Amérique qui était, malgré la guerre, gagnée, et à mon avis gagnée seule. C'était une mentalité qui se soumettait volontiers aux Européens en matière culturelle. On lisait, on traduisait les livres parus en Europe. Le concert, les compositeurs, l'opéra, c'était européen. La peinture, et jusqu'au parfum, et jusqu'au vin, était une chose, un phénomène évidemment européen. Parce que qui étaient les leaders dans l'habillement des femmes, surtout, dans la connaissance des boissons, ce sont les Français, bien entendu. Aujourd'hui, pas du tout, on ne peut pas le dire, parce que c'est presque lèse-majesté. Aujourd'hui, les Américains sont les premiers en tout. Et c'est une mentalité, voyons, que ce soit vrai ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais c'est une mentalité qui se dit, nous avons gagné la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons gagné la Troisième Guerre mondiale contre l'Union soviétique. Nous sommes les meilleurs, les plus beaux, tout ce que vous voulez. La culture, c'est notre affaire. L'Europe est loin derrière nous. C'est ça, encore une fois, une chose complètement nouvelle. Est-ce que vous ne pensez pas que les élites américaines, les élites américaines, dans la mesure où elles sont mondialistes, acceptent volontiers que l'Amérique soit le laboratoire du mondialisme et ont simplement l'idée de réussir techniquement leur projet et de l'exporter à l'ensemble de la planète? Et est-ce que vous pensez que ces élites sont conscientes? Est-ce qu'elles ont un projet? Est-ce qu'elles sont organisées véritablement et suffisamment puissantes pour représenter un danger mondial? Je me reporte de nouveau au modèle romain. Rome ne voulait jamais conquérir la Méditerranée. Mais d'une conquête à l'autre, d'une nécessité à l'autre, d'une certaine condition qui se présentait à l'autre, Rome est devenue, sans savoir, sans y penser, maîtresse de la Méditerranée. C'est un peu la même chose avec l'Amérique. Elle ne voulait pas conquérir certaines parties de l'Europe, elle ne voulait pas faire stationner ses soldats à tel ou tel endroit, elle ne voulait pas devenir gendarme du monde, tout ça. Mais comment résister?
Alors les élites, finalement, se soumettent à ce que, c'est une interprétation personnelle, se soumettent aux nécessités de leur pays d'origine, de leur classe d'origine. Et puis ça rapporte, n'est-ce pas? Ça rapporte. N'oublions pas que toutes ces élites rapportent, même si ces élites sont des peintres ou des romanciers. Je ne parle pas maintenant de l'élite business, je parle de l'élite. Alors là, les expositions, mais qui aurait pensé avant la Deuxième Guerre mondiale que les galeries, que le cinéma à Paris, que les films présentés en France soient à 3/4 américains? Comment résister à cela? Et Jack Lang certainement n'a pas résisté à cette invasion. J'ai entendu à peu près toutes les conférences que vous avez faites ici, M. Donat. Je suis très heureux de vous avoir entendu de nouveau ce soir. Je ne savais pas que j'étais exposé à un tel danger. Non, en tout cas, c'est pas un danger, au contraire, c'est un grand bonheur. Alors voilà la question que je vais vous poser. Vous avez pu reprendre contact après bien des années métiers avec votre pays natal, la Hongrie. Et vous nous avez dit qu'à l'heure actuelle, les Hongrois mettaient toute leur confiance dans l'ONU. J'ai visité la Hongrie il y a bien longtemps, avant la guerre. Et à ce moment-là, l'esprit dominant était l'esprit nationaliste. La grande question, c'était le traité de Trianon qui avait privé la Hongrie, injustement, de plusieurs territoires, je ne sais pas s'il y a l'un ou l'autre. Alors le cri unanime, c'était non, non, jamais, même choix. Alors, est-ce qu'il reste quelque chose de ce nationalisme, ou est-ce que la Hongrie est convertie, est en passe de se convertir au mondialisme? D'après ce que vous avez pu constater depuis votre retour. Monsieur, vous avez parfaitement diagnostiqué la situation avant la guerre, mais aussi après la guerre, dans le sens où les élites porteuses de ce nationalisme que vous avez constaté ont été exterminés, bien entendu. Ou bien ils sont allés en exil. Donc cette élite n'existe pas. Élite militaire, élite magistrature, élite intellectuelle, voilà. Mais les soviétiques ont fait de mauvais calculs. Ils pensaient que, en faisant appel aux prolétaires et aux pauvres paysans, les paysans pauvres, ils allaient internationaliser la Hongrie et tous les autres pays conquis et dominés. Ce n'était pas le cas. Après la disparition de telle élite nationaliste, il y a une autre élite nationaliste qui vient sur la place. C'est un des mystères de l'histoire. Alors vous retrouvez les mêmes slogans, le même patriotisme, le même nationalisme, éventuellement exacerbé par l'occupation soviétique. Seulement vous les retrouvez chez les ex-paysans, les ex-ouvriers, ceux qui sont devenus, avec le changement de régime communiste, qui sont devenus une espèce de deuxième bourgeoisie. Alors ce même esprit existe, je dirais même, existe d'une façon très catégorique. Il est combattu par les internationaux, dont il y en a beaucoup, francs-maçons et autres. N'empêche que cet esprit, vous retrouveriez aujourd'hui, pas dans les mêmes milieux, mais ailleurs. Et cela est extrêmement promettant, c'est positif. Monsieur Monard, vous n'avez pas cité dans votre conférence les bras de levier essentiels que représentent la CFR, la trilatérale, Heidelberg, les Biebrick, etc. Or, pourtant, tous ces éléments sont basés aux États-Unis et sont des outils essentiels pour la pénétration du mondialisme dans le monde. J'ai un débat qui continue avec Pierre de Villemarais et qui continuera la semaine prochaine parce que nous sommes de nouveau ensemble à la radio Courtoisie. Moi, voyez-vous, je ne pense pas à ces choses. Si vous
voulez parler avec le trilatéral, vous n'avez qu'à voir ça dans le bottin téléphonique de New York, et vous le voyez, vous pouvez y monter, avoir tout ce qu'ils ont écrit. Ce ne sont pas, autrement dit, des milieux secrets. Pourquoi être secrets? Ils sont les maîtres du monde, voyez-vous. Les maîtres du monde qui sortent de leur clandestinité éventuelle, et ils font cela ouvertement. Tout le monde sait que Kissinger fait partie de ces trilatéraux et tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas un secret. Il n'a pas besoin de... Vous vous coupez, il n'y a pas longtemps, parce que Raymond Barre avait nié l'existence de la trilatérale et avait nié en fait partie. Raymond Barre. Bon, c'est moi-même. C'est la politique étrangère américaine. Alors, on l'appelle trilatéral, qu'on l'appelle n'importe quoi, et il y a pas mal de ligues, et de groupes, et de partis, et de je ne sais quoi. C'est toujours la politique étrangère américaine. Voyez-moi, si ce n'était pas cela, il serait interdit. D'une façon démocratique. Comment expliquez-vous que l'Europe n'est pas un soupçon? Quand je dis l'Europe, c'est l'Europe établie, hein, celle qui maîtrise, j'allais dire, c'est une telle inféodation que cette conscience ne peut pas exister. Mais comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas, hors des écoles de pensée comme les nôtres, de prise de conscience de la part des élites, entre guillemets, européennes, ne serait-ce que par fierté ou par nécessité en tant qu'élite de produire une espèce de modèle d'indépendance, en tout cas, puisqu'il me semble que l'élite, en général, a la fierté de son indépendance. Hein. Ou alors, c'est un peu comme la Russie, inféodée à la Horde d'Or, etc., mais c'était plus vraiment une élite. Un beau jour, elle s'est réveillée, elle a retrouvé son rôle d'élite, précisément pour chasser les Mongols, etc., etc. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas un début de prise de conscience dans les élites européennes vers une espèce de fierté de l'indépendance en tant qu'élite? D'abord, l'élite ne veut pas dire nationalisme, évidemment. Au contraire, très souvent, trop souvent, au contraire. Une réponse éventuelle, mais qui est très matérialiste, que les membres de l'élite européenne s'attendent, et je vois ça en Hongrie tous les jours, s'attendent à des rémunérations en avant, en invitation, en passage à l'université pendant un certain université américaine, bien entendu. Alors, ils ne veulent pas renoncer à ça. Non, mais ce ne sont pas des élites. Pardon l'exemple avec la Russie, ce sont des petits potentats inféodés des puissances étrangères. Bon, alors je ne sais pas ce que vous appelez élite. Moi, j'appelle élite sociologiquement, bien que je déteste le mot. Sociologiquement, ils occupent les positions d'élite. Je n'ai pas d'autre mot. Si vous voulez, pseudo-élite, mais qu'est-ce que ça nous aide en disant pseudo-élite? Cela exprime notre criticisme, notre désapprobation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont quand même les élites en France, ça s'appelle Bernard-Henri Lévy, que nous l'aimions pas. C'est lui, ou bien Jacques Lang et certains autres. Je ne parle pas d'une élite clandestine parce que par définition, elle n'est pas élite. Les choses se montrent. Or, ces gens-là, que ce soit en France, en Hongrie ou n'importe où, veulent être invités aux universités américaines, veulent être récompensés par le prix Nobel ou bien par le prix moindre, veulent que leurs ouvrages soient publiés, veulent participer à des colloques internationaux, à des tables rondes également internationales. Voilà. Cela est suffisant pour expliquer pourquoi ces élites-là, et je me cantonne à cela, ne veulent pas contredire, ne veulent pas résister à ça. Ils ne veulent pas perdre leur place. Ils ne veulent pas surtout perdre leur place. Ne veulent pas se perdre leur place, qui est une place généralement prestigieuse et qui rapporte. Alors, comment voulez-vous renoncer à ça? La tentation est trop grande. Ça ne les gêne pas de... Non, ça se sont convertis à puissance de vente. Ça ne les gêne pas parce que, écoutez, mais ne soyons pas tellement... Il y a là davantage que vous me dites.
pendant 40 ans de communisme, je parle de la Hongrie étant donné que je la connais, pendant 40 ans de communisme, la littérature et l'art ont été sous le coup du parti, bien entendu. Mais ce parti a été très très généreux, et véritablement généreux. Il permettait à des écrivains pas tout à fait inféodés au parti de publier leurs ouvrages dans 40 000, 60 000 exemplaires. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient attirer les élites, justement. Et le parti savait très bien que l'élite, ce n'est pas nécessairement ici, mais également là. Alors, à chaque membre de l'élite, à moins qu'il ne soit complètement contraire aux intérêts du parti, à chaque élite, à chaque membre de l'élite, il y avait quand même des concessions. Aujourd'hui, les écrivains, même la véritable élite, se plaignent en Hongrie parce que le gouvernement actuel, libéral qu'il est, marché libre qu'il est, ne subventionne pas l'art et la littérature comme le précédent régime communiste a fait. C'est une contradiction, mais seulement apparente. Si la littérature se portait, et le théâtre et le concert se portaient beaucoup mieux sous le régime communiste, et même selon les valeurs, disons éternelles, se portaient beaucoup mieux que maintenant. Parce que c'est maintenant le marché qui décide. Et le marché décide le plus souvent très mal dans des questions de littérature. Vous ne pensez pas que l'Europe ne va pas supporter cette situation éternellement? Parce qu'il y a quand même des foyers encore, il n'est pas impossible qu'elle ne soit pas à nouveau tentée par un climat de l'intelligence, de l'esthétique, de la réflexion, cette Europe-là, où tout est né finalement, enfin dans le monde occidental en tout cas. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je crois que c'est Bernard Henri Lévy et que tous ces gens-là, un beau jour, se regardent dans un miroir en disant il y en a assez qu'on soit inféodé à ces systèmes. Avec les intellectuels, on ne sait jamais. Le caprice, le changement de vent, toujours créer ça, on ne sait pas. Cela dit, cette Europe dont vous parlez, je ne la trouve pas. Indiquez-moi, s'il vous plaît, où se trouve cette Europe qui se ressaisit et qui... Ah, ici. Ce que vous venez de dire de la Hongrie, M. Molnar, est sans doute valable pour les anciennes démocraties populaires de l'Est. Mais justement, est-ce que nous ne touchons pas du doigt une réalité, à savoir que nous ne voyons pas suffisamment la nécessité d'un pouvoir culturel et justement la nécessité de créer ou de faire renaître un nationalisme qui insiste sur les valeurs dites culturelles. Le mot aussi est presque aussi inadéquat que décadence tout à l'heure à propos des États-Unis, mais enfin le fait est là. En somme, c'est le pouvoir culturel qui doit être considéré comme un des moteurs essentiels des nationalismes. Or, précisément, nous sommes bien d'accord sur un point, nous refusons de nous laisser influencer et, à plus forte raison, nous ne résignons pas à cette américanisation qui est une mondialisation. Donc, la nécessité, non pas de définir, le mot est trop prétentieux, mais nécessité de défendre les valeurs nationalistes et en insistant justement sur ce domaine culturel. Cher monsieur, dès que vous me présentez le premier résistant culturel nationaliste, je serai très content de le rencontrer. Bon, je suis certain que cette salle est pleine de ces candidats. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Parce que aujourd'hui, le monde étant ce qu'il est, notamment mondialiste et globaliste et tout le reste, ceux qui ne passent pas partout, c'est-à-dire ceux qui ne rapportent pas de l'argent immense, des sommes immenses, ils ne se trouvent pas dans la bonne littérature et dans des bonnes valeurs, ne font plus le poids. Alors oui, je suis absolument tout à fait d'accord avec vous, il faudrait une renaissance
culturelle de la droite. Cela dit, Qu'est-ce que vous pensez de Solzhenitsyn? de- Solzhenitsyn. Comment expliquez-vous cette espèce de réussite médiatique totale? il n'y a pas de réussite totale. Au contraire, dès qu'on s'est aperçu aux États-Unis et en Europe, mais surtout aux États-Unis, que ce n'était pas un libre marché athée, tout ce que vous voulez, on l'a enterré. Et il reste enterré aujourd'hui encore aux États-Unis. On en parle parce qu'il y avait quelques tests de doctorat qui le mentionnent, mais ce n'est pas un nom connu, cité. Justement, le Solzhenitsyn est un bon exemple comment on peut biffer un nom qui a été un très grand nom, mais qui aujourd'hui n'a pas l'importance qu'il avait. Solzhenitsyn est un bon exemple. Je ne voulais pas créer ici une atmosphère lugubre. On a le bon point en France. Comment se fait que l'Amérique ne paie plus longtemps sa contribution à l'ONU, à l'UNESCO, aux instances internationales? Parce que l'Amérique fait ce qu'elle veut. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a un monopole du pouvoir qui ne peut pas, par définition, être partagé. Ce monopole appartient à un seul, comme cela a toujours été le cas. Il y avait un moment, 18e, 19e siècle, où le monopole est passé à la France, à cause de ses succès militaires, parce que c'est toujours le succès militaire qui est à la base des hégémonies culturelles. Aujourd'hui, il appartient aux États-Unis. Et elle ne va pas céder, à moins qu'on lui-même, enfin, ce n'est pas pour demain. Alors, et pourquoi voulez-vous qu'il contribue aux Nations Unies lorsque les Nations Unies sont coupables d'avoir fait quelques petites choses qui déplaisaient aux États-Unis? Ces petites choses étaient d'avoir marqué Israël comme raciste. Or, les États-Unis ne permettent pas qu'on appelle Israël raciste. Et alors, ils n'ont pas payé pour indiquer leur désaccord. Quelque part, elle a la capacité de faire payer les autres. Et d'ailleurs, j'étais très content qu'ils ne payent pas. Je suis absolument anti-Nations Unies. Donc chaque fois que les Nations Unies n'ont pas d'argent, c'est un très beau jour. Vous allez mettre en faillite, alors. Vous espérez la faillite, peut-être. Pardon? Peut-être que la faillite serait un début, la faillite des Nations Unies. De l'ONU? J'espère bien. Enfin, vous voyez, c'est encore une fois l'intérêt des États-Unis qu'il n'y ait pas de faillite de l'ONU. Alors, tôt ou tard, comme c'est le cas maintenant, ils vont quand même faire ces quelques millions qui ne représentent absolument rien dans le trésor américain. Je crois qu'on va... La dernière, il se fait tard, il est déjà 9h15, hein, on a fait beaucoup de retard au départ, il y a eu beaucoup de questions. Jean. Et moi, je suis moins pessimiste que vous. Enfin, je vois ça si on est sur le 21e siècle. Je ne vous entends pas. Mais Je vois ça sur le 21e siècle, si vous voulez. Je crois que les États-Unis ont bâti une puissance sur les multinationales, mais que ça, c'est justement ce qui va les détruire. Parce que multinationales, ça donne une chance aux autres pays d'avoir une part de plus en plus grande dans les sociétés. Et le nationalisme américain, enfin le nationalisme économique, va avoir une part de moins en moins grande dans ces multinationales, au fur et à mesure que ces mêmes multinationales donnent de plus en plus de chances et un accès de plus en plus grand aux autres pays, notamment aux pays qui ont la maîtrise technologique, comme le Japon ou l'Allemagne, et qui vont avoir une part de plus en plus importante. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, on ne pourra plus parler d'États-Unis, on parlera seulement de multinationales
avec éventuellement un pays qui a une part dominante, parce que la stabilité du monde, ou le partage du monde, il est dû d'abord à une stabilité économique, et ça c'est le 21e siècle, c'est l'enjeu du 21e siècle, c'est-à-dire une meilleure répartition économique pour une stabilité. Bon. Et à partir du moment justement où il y aura cette stabilité économique, qui est basée sur l'apport technologique et l'apport financier de beaucoup de pays, à ce moment-là, est-ce que, c'est-à-dire au XXIe siècle, est-ce que ça ne sera pas une chance, à nouveau, une renaissance pour tous les pays, de retrouver leur culture? Monsieur, pas d'accord du tout. Pas d'accord du tout. D'abord, je ne crois pas à la primauté de l'économie. Donc si demain, au prochain siècle, la part de la technologie et de l'argent et des banques s'incline contre les États-Unis, ce sera la guerre. Ce sera tout de suite la guerre. On déclarera la guerre, et vous le disiez vous-même, au Japon et en Allemagne. N'oubliez pas qu'en 1914, il y avait des optimistes, permettez-moi de le dire comme vous, et qui ne s'étaient pas aperçus que l'Angleterre mesurait les choses, non pas dans les questions de libéralisation du commerce mondial, mais c'était le cas quelle était la puissance de la flotte allemande et quelle était la puissance de la flotte anglaise. Et l'Angleterre ne permettait pas à l'Allemagne d'avoir une puissance comparable à la sienne, et a déclaré la guerre, ou faisait semblant de déclarer que l'Allemagne déclare la guerre. Eh bien, ce sera exactement la même chose. Les États-Unis ne permettront jamais que ce soit le Japon ou l'Allemagne ou n'importe qui puisse avoir un avantage économique sur eux. Jamais. Même au niveau des multinationales. Surtout pas au niveau des multinationales, c'est-à-dire aussi longtemps que les multinationales sont dans la main américaine, tout va bien. Mais dès que cet équilibre change, les États-Unis déclareront la guerre malgré tout le pacifisme, malgré tout l'internationalisme, et déclareront la guerre contre le Japon. Mais vous savez, on déteste déjà les Japons, comme on les détestait avant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Roosevelt devait recourir à un truc pour faire entrer les États-Unis, pour faire entrer le Japon dans la guerre. Ce sera exactement la même chose. On déteste les Japonais. S'il y a un peuple dont on a un tout petit peu peur parce qu'on est raciste, on ne considère pas les Japonais comme égaux, mais on a déjà un peu peur de leurs vidéos, de leur je ne sais quoi, mais dès que les Japonais acquièrent un pouvoir plus grand, ce sera la guerre. Avec l'Allemagne, ce sera un peu plus difficile parce que l'Allemagne sera plus diplomatique que le Japon, moi je m'en souviens, mais croyez-moi que la matière première de l'histoire ne change jamais. C'est toujours la puissance et ce qu'elle peut victimiser. Donc, il y aura au moins deux pays qui auront réussi leur nationalisme, ce sera donc les États-Unis et le Japon, au détriment de tous les autres. Mais comme un seul peut survivre, ce sera, je ne sais pas, mais ce sera les États-Unis. Dans ce cas-là précis, il y a d'autres facteurs évidemment qui interviennent d'autres, mais dans ce cas-ci, les États-Unis ne lâcheront jamais, selon leur volonté, ne lâcheront jamais le pouvoir. Vous ne croyez pas donc à des alliances ou à des blocs? Jamais. Je ne crois pas qu'à la puissance d'un seul. Que ce soit l'Allemagne avant la guerre, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, la France de Louis XIV, tout ce que vous voulez, mais tout le reste. Parce que si c'est deux, il y a concurrence. Il n'y a pas de compatibilité entre les États-Unis. Entre puissance et puissance, non. Entre grande puissance, entre super. Où on peut vivre évidemment à l'ombre de la... Mais il y a des pays que je citais justement qui vivaient à l'ombre de l'Union soviétique. Et franchement, je vous avoue qu'aujourd'hui, si vous demandez à presque n'importe quel endroit quand il vivait mieux, maintenant ou sous le régime de Brejnev, il dira sous le régime de Brejnev. Il mangeait à sa faim,
il n'avait pas d'inflation, il avait un job quelconque, il pouvait survivre avec sa famille. Aujourd'hui, il a faim dans ce monde libéral, marché libre, tout ça. C'est-à-dire qu'on pouvait vivre à l'ombre de l'Union soviétique, mais parce que c'était vraiment à l'ombre. Voilà, merci M. Molnar pour ce brillant exposé qui a, on l'a vu, suscité un tel débat mais qui pourrait encore durer pendant des heures. Je pense pour les gens qui vous restent au repas que vous allez accepter bien volontiers de continuer ces discussions. Mais nous allons arrêter ici. Je vous demanderai le plus rapidement possible de passer à côté de façon à ce qu'on puisse mettre ici la table. On vous a distribué une bibliographie de tous les ouvrages de M. Molnar qui sont disponibles. Certains, la plupart d'ailleurs, sont disponibles chez les éditions Chiré, c'est nos amis de Chiré. Pour cela, vous pouvez le commander directement ou passer par l'URP. Par contre, pour le dernier ouvrage de M. Molnar, Le mal moderne, qui lui est apparu au Canada, je pense que vous serez obligé de passer par nous et on se débrouillera pour les faire utiliser.